en éducation et docteur en économie de l'éducation également. Donc nous allons parler cela et les priorités de ce gouvernement attendu de Sama Lukonde. Vous allez également placer un mot et aussi sur ce que dérange aujourd'hui plus d'un la conférence de Noël Tchani qui a dit qu'avant d'être président de la République, il faut être Congolais, des pères et des mères. Donc, il réclame la congolité. Cela divise aussi plus d'un sur l'actuel et également ce qui suit dans l'actualité, les réformes, on en parle, la candidature, les candidats qui déposent déjà leur candidature auprès de confessions religieuses. Cela aussi divise. La Mouka propose ses réformes, l'UDPS propose ses réformes, la société civile propose aussi ses réformes. Nous avons la chance de vous avoir sur ces plateaux. Professeur Georges Milumbu, est-ce que le Congo est un grand pays à la dimension de relever les défis de l'Afrique? Oui, mais poser cette question, c'est s'il faut que je réponde autrement, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas porteur d'une vision pour la RDC. Okay. Lorsque je dis toujours une autre RDC est possible, car le changement est une loi. Lorsque je dis que nous devons vivre pour les autres, pour une autre RDC, c'est pour dire que je rêve ce Congo-là grand. Okay. L'Afrique sans le Congo, c'est un continent nul. Voilà mon rêve à moi. Mon rêve à moi, c'est que l'Occident déménage en Afrique. Le Congo est grand. L'Occident déménage en Afrique? Oui. N'oubliez pas que je suis très sérieux. Le président actuel, il est président de l'Union africaine. Est-ce que vous rêvez ou ça serait une réalité? Si vous voyez le discours qu'il a tenu, il a constaté que l'Afrique a un problème du capital humain. Ce problème du capital humain est d'abord congolais. Si le président de la République y travaille et que nous avons un réel capital humain, vous verrez qu'on va transformer nos ressources en richesses et que l'Occident va déménager ici. Vous voyez comment est-ce que les Congolais, j'ai eu l'opportunité de circuler le monde. Beaucoup des Congolais sont beaucoup de réfugiés dans les pays étrangers. Beaucoup sont réfugiés économiques. Si je ne rêve pas ce que je rêve, c'est pour dire que beaucoup d'étrangers viennent comme des réfugiés ici, des réfugiés économiques au Congo. Et c'est possible. Et il suffit qu'on travaille sur la gouvernance. Seulement la gouvernance. Qu'on laisse les polémiques. Qu'on travaille sur la gouvernance tous. Dans moins de temps, l'Occident va déménager ici. Et beaucoup de pays africains auront leur destination, le Congo. Vous avez souvent l'habitude de parler de la gouvernance. Je ne sais pas, c'est une nouvelle notion que vous voulez apprendre aux Congolais, parce qu'ici, Kabila nous a parlé de la bonne gouvernance, et l'actuel président également parle aussi de la bonne gouvernance. Quelle est votre analyse par rapport à ce que vous êtes en train de dire de la bonne gouvernance? Lorsque nous parlons de la gouvernance, dans des termes qui sont consacrés, c'est la transparence, la redevabilité. C'est-à-dire, on gère de manière transparente, on est redevable, et surtout pour le contexte du Congo, la traçabilité. Traçabilité? Oui. Les ressources qui entrent sont tracées, elles sont dépensées, comment, pour quel objectif. C'est ça le problème au Congo. Le reste, ce sont des brouhahas. Mais Matata si nous arrivons... Matata l'a fait avec la bancarisation. Ce n'est pas un chemin facile avec la culture que nous avons au Congo. C'est pourquoi j'ai dit, si le président de la République, dans le mandat qui lui reste ici pour le premier mandat, s'il travaille seulement sur la gouvernance, il sera le président le plus adulé dans l'histoire du Congo. On va oublier les histoires des autres présidents. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que pour aujourd'hui que la sécurité revienne, pour que la gratuité réussisse, pour que donc les services sociaux soient disponibles à la population, il faut des ressources. Et les ressources sont disponibles, non captées par l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Les ressources sont là. Et je ne parle pas de ce que je ne parle pas en l'air. Je peux vous citer des cas, et pour ceux qui connaissent,
ils vont dire voilà la réalité. Ça, parce que nous devons aider l'État. Lorsque nous vous recevons comme ça sur nos plateaux, c'est parce que vous puissiez donner de la matière. Parce que les autres pensent que ce pays est potentiellement riche, mais le peuple ne bénéficie pas de toutes ces richesses. Du moment que vous êtes en train de dire que le Congo, une autre RDC est possible, que les gens vivent pour les autres. Est-ce que ça serait possible? Avec quelle richesse? Est-ce que ce Congo offre mieux? Nous sommes riches à ce jour en termes de ressources naturelles, nous sommes riches en termes de nombre d'habitants, mais la qualité des habitants en termes d'expertise et d'expérience, c'est là que nous sommes inférieurs à la moyenne et c'est là, la source de notre pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment ça? Aujourd'hui, je donne toujours l'exemple, comme nous construisons à Kinshasa. Quel président a déjà donné un seul dollar depuis 1960 à ce jour pour que les gens construisent les maisons en désordre ou en ordre ici? C'est chacun qui se débrouille, non? Imaginez cette même dynamique-là. On l'orientait dans la bonne formation des jeunes. La même dynamique dans l'agriculture. Les gens se disent, on n'attend pas de Félix quoi que ce soit, nous faisons les champs. Vous voyez comment est-ce que les gens construisent en désordre sans attendre de qui que ce soit l'autorisation. Maintenant que les gens aussi se lancent dans l'agriculture sans attendre de qui que ce soit. Et que les jeunes, lorsqu'ils vont étudier, qu'ils étudient sérieusement. Pas des domaines plus ou moins dépassés qui sont nombreux dans nos universités. Des domaines qui sont contextualisés et d'autres pourvoyeurs d'emploi. Dans les domaines adaptables à notre pays? Oui, nous formons les gens pour qu'ils soient des mercenaires de la duplication de la culture occidentale, même dans la naïveté. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est fort. Donc c'est pour dire que nous devons avoir une école qui forme les jeunes et que pour les cas d'espèce, on ne peut même pas attendre, les jeunes ne peuvent pas attendre même du gouvernement. Les jeunes doivent se révolutionner pour étudier. Au lieu de passer le temps dans des bars, avec la musique, que les jeunes étudient, broient les livres, qu'ils apprennent. Comme ça, ils comprendront quelque chose, ils vont se spécialiser dans quelque chose. Peut-être que vous êtes en retard. Il y a tellement les gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ont fini l'université, ils sont là. Donc le pays ne fait rien pour eux. Donc le pays doit avoir une bonne politique pour l'engagement. Tous ces gens-là vous regardent, ils risquent de se fâcher. Vous voyez que moi je vous ai dit, je vous ai interdit de me présenter comme professeur. Et je suis en train de dire qu'on parle d'abord. Est-ce que vous m'avez pas entendu parler des diplômes ici? J'ai parlé de l'expertise. On peut être expert même dans la maçonnerie. Même ceux qui sont, vous voyez par exemple en Gilles. Ok. Il y a un pool d'expertise dans la réparation des véhicules. Vous voyez cette expertise-là? Maintenant, si ça se multiplie dans tous les domaines, on va fabriquer les téléphones ici. Les masques, on n'aura pas besoin de masques de 200 francs qui viennent. Vous voyez, nos masques ici coûtent plus cher que les masques importés, non? Pourquoi nous, on ne peut pas produire les masques localement qui soient moins chers que les masques importés? C'est un problème du capital humain. Lorsque beaucoup connaissent, ils maîtrisent ce qu'ils doivent faire, ils sont créatifs. Mais lorsqu'on est porteur d'un diplôme, comme un chrétien qui a une grosse Bible, qui l'ouvre à peine seulement les dimanches, c'est ça le problème congolais. Nous sommes porteurs de gros diplômes, mais pas d'expertise. Et lorsqu'on est expert, cette expertise fulmine en vous et ça vous envoie des initiatives à la créativité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi vous verrez que certains qui vont à l'étranger étudier reviennent, difficilement ils chôment. Dans le même contexte où on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les gens il y a le pragmatisme de fois, il y a les autorités qui sont complexées lorsqu'ils voient quelqu'un qui nous vient de la diaspora, ils pensent qu'il a une bonne formation que ceux qui ont étudié ici, et alors on offre l'emploi. Non, là j'ai dit, c'est tout un problème d'éducation et de culture. Il y a ce que nous appelons les habitudes acquises indépendamment des quand et des comment. Un Congolais qui passait le temps sur les avenirs en train de parler de la musique ici, lorsqu'il va à l'étranger,
il est contraint de payer son loyer seul, de manger seul, donc il doit travailler. Et il travaille comme, je dirais, comme un esclave. Ce monsieur-là, il sait que ma survie dépend de mon travail. Et lorsqu'il revient ici, c'est comme s'il se repose. Parce qu'ici, les gens ne travaillent pas. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il ramène un peu la culture de là, il va sauter la pauvreté aussi. Et c'est ce qui nous manque. Et lorsque quelqu'un reste là-bas, il fait quelque chose, il maîtrise ça bien, et voilà, ça lui, comme nous sommes à l'ère de l'économie des connaissances, ce que tu connais bien, ça t'offre les moyens de survie. Lorsque vous ne connaissez rien, voilà la moindre des choses, c'est aller dans les veilles de prière et penser que vous avez reçu une vision, et vous devenez pasteur. Vous avez parlé des initiatives ici, il y a des Congolais qui ont les initiatives, mais l'État n'appuie pas tous ces Congolais. Là aussi, il y a un problème. Moi, je ne veux pas que les gens voient l'État maintenant. Je ne sais pas si vous mais comprenez. Mais l'État est notre premier parent. Mais l'État est notre premier parent, M. Georges Mulungu. Si vous connaissez mon passé, on vivrait dans un pays sans l'État ici, où l'État aurait seulement des militaires et des policiers pour nous garder. Le reste, l'État s'en fout. Vous voulez que les gens se dépassent? Les gens doivent être créatifs. Et il faut mettre les gens dans les conditions de créer. La pauvreté est dans la tête. Et la richesse est dans la tête de quelqu'un. Et nous sommes plus pauvres parce que dans nos têtes, on ne pense rien. On ne pense que les problèmes inutiles. Vous voyez par exemple les gouvernements qui bloquent ici. Okay. Dans un pays sérieux, les présidents auraient déjà le gouvernement avant même des forces. Donc, déjà dans les consultations pour nommer le Condé, il aurait déjà un draft du gouvernement. Si les services fonctionnaient, les présidents de la République auraient déjà l'information de combien d'experts en économie, en éducation, dans tous les domaines, selon leur province d'origine. Et on mettrait au président de la République ces informations pour dire, au lieu de traîner, voilà la potentialité congolaise en termes d'expertise. Mais rien, tous ces services-là, ils traquent seulement les gens pour rien. Pour des raisons inutiles, on vous traque. C'est une prérogative aussi de l'ANER, hein, service de l'intelligence. Moi, je ne cite aucun service, mais seulement j'ai dit... Je suis journaliste, les présidents de la République... J'essaie de réfléchir. C'est aussi parmi les tâches, à moins que je me trompe, de l'ANER qui devait faire ce travail pour proposer à la table du chef de l'État pour aider les pays d'avancer. Lorsque quelqu'un m'interpelle et me dit, toi, apparemment, tu as bénéficié des services occultes de telle personnalité. Moi, je dis, mais toi, tu es de quel service pour me soupçonner? Si tu es réellement de ce service, tu viendras avec des preuves que voilà, tu as bénéficié. Mais tu soupçonnes, tu es en train de douter devant moi. Est-ce que tu mérites même être dans ce service-là? Vous voyez comment est-ce que les pays souffrent d'un problème du capital humain? Les gens occupent des postes sans expertise, sans maîtrise de rien. Mais seulement parce que c'est notre tour. Tu vois, des choses comme ça. Le clientélisme, le tribalisme, le clientélisme et le tribalisme. Et dans favoritisme aussi. Tu te retrouves. C'est ça le clientélisme. Ok. Vous voyez, donc c'est pour dire que les problèmes congolais, c'est un problème du capital humain. Problème de compétences. Les problèmes d'expertise. Compétences, les Congolais sont intelligents. Lorsqu'un Congolais sort ici, il va dans une université anglophone, il réalise des distinctions. Les mêmes Congolais que nous négligeons ici. Mais le problème, c'est pourquoi moi j'encourage les Congolais. Connaissant la potentialité congolaise, je dis que les jeunes se forment. Qu'ils ne soient pas distraits pour attendre au tel gouvernement va venir sauver le pays. Ceux qui vont sauver ce pays, c'est nous-mêmes Congolais. Que les jeunes se forment. Dès qu'ils sont majoritairement 60% experts dans certains domaines, le gouvernement va suivre les orientations de la jeunesse. Mais lorsque vous êtes distrait, vous ne vivez que d'une petite mendicité, des petites opportunités. Ce n'est que normal que les policiers séjournent des jeunes qui sont majoritaires, mais vous ne pouvez rien faire parce que vous vivez dans cette dépendance qui ne dit pas son nom. Or, un jeune signifie bien se former, et quand on est bien formé, on est constant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Mais M. Georges Mulungu, nous avons vu la Chine. La Chine quand même a envoyé un bon nombre de gens ailleurs pour aller apprendre, et aujourd'hui la Chine est en train d'évoluer. Lorsque vous êtes en train de dédouaner l'État, j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes en train de mettre la responsabilité seulement sur les peuples, et de moi que l'État devait avoir une politique, une vision. J'évite de dire ici que l'État est démissionnaire, c'est ce que j'évite de dire ici. Mais lorsque votre parent est démissionnaire, qu'est-ce que vous faites? Vous cessez de vivre. C'est le moment maintenant de réveiller les potentialités en vous.
Je ne sais pas si vous comprenez. Prendre en charge. Vous avez cité la Chine. Est-ce que la Chine a des chars à travers le monde? La Chine a des chars dans nos villages ici où les Chinois ont des boutiques partout. Ils vendent même les beignets ici. La Chine a fait ce que j'ai dit, a formé son capital humain. Les jeunes se sont auto-formés. Ils n'ont pas attendu tous du gouvernement. Ils sont des millions là-bas pour attendre tout du gouvernement. Parce qu'ils étaient aussi dans les mêmes difficultés que nos pays, dans leur histoire. Mais les jeunes se sont formés, se sont auto-formés. Et finalement, on a l'expertise dans tous les domaines. Nous achetons tout de la Chine. C'est leur main-d'œuvre. Et ça fait ce qui nous vient de l'extérieur, c'est plus mieux que ce qui se fabrique ici. Ça ne pouvait pas être ainsi si on avait des Congolais bien formés. Je ne sais pas si vous comprenez. Si aujourd'hui, nous produisons les poissons en grand nombre, est-ce qu'on va manger les Thomson? Franchement, tous ceux qui mangent les Thomson, ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Si on produisait autant de poissons ici, bio, à un prix compétitif, vous pensez qu'on mangerait les poulets ici qui viennent de n'importe où? C'est parce que nous, Congolais, là où nous devons être pour nous former, nous informer, nous sommes absents. Et c'est ça le problème du Congo. Son sous-développement est lié à la faiblesse du capital humain. Ce n'est pas un problème d'un président de la République. Si Kabila a manqué les meilleurs collaborateurs, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas recruter. Si le président actuel peut manquer de bons collaborateurs, ce n'est pas qu'il ne sait pas recruter. Il ne peut que faire avec le faible capital humain qui existe, qui est difficilement identifiable. Nous avons des services qui devaient l'aider. D'ailleurs, comme j'ai dit, le gouvernement ne pouvait pas traîner. C'est un gouvernement de 50 personnes ou 45 ou 50 personnes. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un service qui a les compétences de toutes les provinces? Et dans les cas d'espèce, on dit président, si vous voulez réussir, ce monsieur ici, dans ce coin-là, il est élevé. Dans les services qui peut répertorier les gens capables de chaque coin du pays pour proposer au chef de l'État. Pensez-vous que c'est là c'est un défaut pour nos services? En tout cas, moi je crois que si cela existait, le gouvernement ne traînerait pas. Parce que ce sont les services sur lesquels beaucoup d'autres pays fonctionnent sur base de ça. Voilà, monsieur Georges Milumbu. Donc la représentativité géographique, ça ne donnerait pas des mots de tête au président de la République, moins encore au Premier ministre. Parce qu'il aurait des données sur des services compétents, crédibles. Mais lorsqu'on doit être là pour dire, attendre, non, je ne dis pas tâtonner, attendre des discours pour dire on ne peut pas être pressé, on doit être. C'est parce que il y a un problème du capital humain dans beaucoup de domaines. Les gens qui occupent des postes les occupent parce qu'il y a peu d'emplois. Lorsque c'est votre tour aussi, tout votre village entre dans un service qui demande de l'expertise et la compétence. Voilà, monsieur Georges Milumbu, parce que nous avons également prévu ce point, la priorité de ces gouvernements, Sama Lukonde, c'est un gouvernement, selon le Premier ministre, un gouvernement de warriors. Alors, les gens pensent que ce gouvernement peut résoudre le problème de la République démocratique du Congo. Selon vous, quels seraient les axes prioritaires parmi tant d'autres que ces gouvernements doivent vraiment pencher pour aider les chefs de l'État à réussir quand même son mandat? Oui, je l'ai dit à l'entrée du jeu, je parle de la gouvernance. La gouvernance doit être la priorité du chef de l'État. S'il veut bien être élu calmement en 2023. S'il veut être élu calmement. Oui, il aura fait de grandes réalisations pour répondre aux questions de la population. Pas aux questions des politiciens de transhumance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est fort ça. Oui. Mobutu a travaillé avec les gens de Kassavubu, Kabila le père a travaillé avec les gens de Mobutu, Kabila le fils a travaillé avec tout. Tu vois, c'est un peu comme ça. Nous n'avons que cette classe politique. 80 millions de Congolais signifient les quelques 20 personnes que nous connaissons leur nom depuis Mobutu. Les gens qui ont fait les bonnes études, ils ont l'expérience, ils ont les données de ces pays. Alors, les chefs de l'État, ils n'ont pas le choix. Alors, vous, votre place n'est pas ici. C'est mon vieux Kibambéchin, toi, qui devait encore me poser des questions ici. Non, non. Vous voyez, c'est ça la réponse que vous donnez. J'étais avec un doyen ici, il m'a dit, nous voulons bien laisser la place à la jeunesse, mais quelle jeunesse?
Parce que la jeunesse de 1960 et 75, c'était une jeunesse formée, mais la jeunesse de 1980, 85 et 90, c'est une jeunesse qui nécessite vraiment d'être formatée parce qu'ils estiment que c'est une mauvaise base pour la République, parce que cette jeunesse-là, elle est mal formée. C'est pourquoi moi, je viens avec une idéologie non copiée, non collée, de vivre pour les autres. La vie, c'est un combat. Comme la lutte de la femme et la lutte disons, de génération, on ne peut pas croiser les bras. C'est pourquoi nous disons, ceux qui pensent qu'ils doivent renouveler la classe politique crédible par les élections ou par l'occupation de l'espace, ils doivent adhérer à notre vision, vivre pour les autres. Parce que notre peuple a besoin de bonnes réponses. Et de bonnes réponses, il faut des personnes crédibles, libres et de bonnes mœurs. Pourquoi vous insistez sur la crédibilité? Vous estimez que notre classe politique, elle n'est pas crédible? Mon cher, tel que les pays fonctionnent, si la crédibilité existait encore, le président Félix se retrouverait vraiment avec un renouvellement de la classe politique comme cela n'a jamais été avant. Parce que vous voyez, les mêmes personnes qui ont travaillé sous Kabila, mal ou bien, ce sont les mêmes personnes directement. Il crie même sur Kabila pour dire que lui a échoué. Mais il ne sait pas que lui a été ministre. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était ministre? Il a été PDG. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été enseignant à l'université. Qu'est-ce qu'il a fait comme enseignant? Donc le système était pourri. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit qu'il va déboulonner l'ancien système pour installer un nouveau système et impulser une nouvelle vision pour que les gens quand même voient le Congo d'abord. Pour le faire, c'est pourquoi moi je dis souvent que nous sommes partis de la chambre d'éthique vers la chambre d'antivaleurs. Et pour que cela cesse, je pense, si nous allons de blocage en blocage, que le président de la République puisse arriver à amener les gens aux élections. Parce que sans élections, c'est ces groupes de gens-là qui n'ont pas réussi à aider Kabila et finalement qui vont continuer à les bloquer. Parce qu'ils vont toujours monter des enchères. Déjà avec les gouvernements, les institutions là, le président, le bureau de l'Assemblée nationale peut être éjecté à tout moment. Comment ça? C'est la deuxième institution de la République. Le premier ministre peut être éjecté à tout moment. Parce qu'ils n'ont pas de poids politique, tous ces gens-là. Hier, j'étais avec le professeur Chumba de l'UDPS qui dit selon notre constitution, le rôle du premier ministre, c'est le rôle d'invisible. Donc il peut sauter à tout moment. Ça, c'est le professeur Chumba. C'est ça le monde intellectuel. On veut rationaliser les choses. Est-ce que le président Félix a besoin de l'instabilité des institutions dans les 2 ans qui restent? Si on est sérieux, est-ce qu'il a besoin de l'instabilité? Si on ne satisfait pas les poids politiques, ces deux maillons-là sont très faibles, ils sont des fusibles qui vont sauter à tout moment et nous perdrons encore beaucoup de temps comme nous. Vous voyez qu'il est là, il y a déjà 1 mois, non? Et il n'y a pas de gouvernement. 1 mois et demi, il n'y a pas de gouvernement. La gestion des ambitions. Imaginez que s'il doit sauter encore, on aura encore. Et l'État, les peuples d'abord aura gagné quoi? Vous voyez que au lieu de rester dans la chambre des valeurs, nous sommes dans une chambre d'antivaleurs. Or, ce n'est pas ça ce que le président de la République a besoin. Voyez, c'est pourquoi moi je suis en train de dire, nous sommes déjà dans ce terrain glissant. Pourquoi ne pas faire mieux? C'est pourquoi moi je dis, les services par exemple de sécurité devaient aider les chefs de l'État. Au lieu de nous traquer, nous qui parlons comme ça, ils devaient proposer au chef de l'État des candidats crédibles en éducation. Ils devaient savoir qui est réellement expert en éducation. En finance, qui est réellement expert en finance? Ils sont de quelle province? 50 personnes. Est-ce que ça coûterait? Cette information pouvait manquer au chef de l'État pendant 1 mois et demi. Est-ce que ça c'est bon? Je salue d'abord les gens de l'ANER qui nous suivent. Ça ne pouvait pas. Qui nous suivons, tous les services de la République, nous vous saluons pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Est-ce que ce n'est pas donner une tâche difficile à l'ANER? Parce que ces rôles-là, c'est aussi dans les partis politiques d'identifier les meilleurs cadres du parti pour proposer au chef de l'État, parce qu'on parle de la représentation de la force politique. Ces services-là ont toujours des tâches difficiles. Et d'ailleurs, ça c'est la tâche la plus facile pour ces services-là. Savoir qui est qui. Vous voyez, tel que moi je suis là, en principe,
Ces services-là ne pouvaient pas m'arrêter en cours de route pour me demander apparemment tu es burundais. Est-ce qu'un agent de service peut me poser moi cette question? Soit c'est pour me tracasser. Vous voyez? Parce que c'est pour ça qu'ils ont tous les renseignements. Si j'ai bénéficié des contrats sous Kabila, ils devaient être avec des contrats à l'appui. Mais les gens viennent, toi, tu as bénéficié des contrats sous Kabila. Est-ce qu'un service, vous voyez? Donc, nous avons un problème du capital humain, mon cher. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Et les chefs de l'État, il doit prendre au sérieux son discours à l'Union africaine. L'Afrique a besoin d'un problème du capital humain. Le Congo a plus que besoin du capital humain. Alors, le gouvernement Sama Lukonde, pensez-vous que le secteur de l'enseignement, le secteur éducatif, c'est aussi un cheval de bataille de ce gouvernement parce que vous insistez sur le capital humain? Qu'est-ce que le Premier ministre peut faire dans ce secteur? Il y a tellement de problèmes dans ce secteur. Je vous ai présenté ici comme expert en économie de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concernant notre système éducatif? Quels sont les problèmes réels de l'enseignement au Congo? Oui, les problèmes réels de l'enseignement, c'est comme je dis, nous sommes en train de former des habitants du Congo, pas des Congolais. Oui. Comment ça, M. Georges? Notre programme nous formente pour être des bons élèves de l'Occident. Or, les gens vont me dire, nous sommes dans un village planétaire. Lorsque vous êtes dans un village et vous êtes locataire, est-ce que vous êtes utile dans ce village-là? Vous voulez dire? Oui, vous êtes utile pour les bailleurs de ce village-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes ici à Kinshasa, vous vieillissez, vous n'êtes que locataire et vous dites que vous êtes quinois. Est-ce que vous êtes réellement quinois, vous? C'est ça le problème du système éducatif. Lorsque nous apprenons la connaissance des autres, de A à Z, c'est pourquoi nous sommes formatés dans notre banque émotionnelle. C'est le gain facile, comme notre maître nous a montré. Vous voyez, la discipline n'est plus dans les écoles. Hein. Ce n'est pas gratuit. Hein. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus la discipline dans les écoles? Il y a des choses qui sont introduites dans nos écoles, dans nos systèmes. Hein. C'est pour affaiblir l'Africain, qu'il soit vide. Et vide comme ça, il est utilisé de n'importe quelle manière. Vous avez des propos durs, hein, M. Georges? Si je ne dis pas ça, les jeunes qui me suivent ne seront pas révoltés pour penser sur la réforme de notre système. C'est de mon devoir patriotique de les dire. Les défis de l'éducation, beaucoup d'enfants congolais ne savent pas lire et écrire. J'ai fait des études, je ne spécule pas. Et je pense, même à l'université, j'enseigne, je sais ce que je dis. Donc, tout ça, c'est parce que le programme est ce qu'il est. Maintenant, nous avons fait je vous ai dit, je pense que vous savez que je fais partie des experts qui avons élaboré la politique du gouvernement congolais depuis 2010. Donc, je ne dis pas des choses ici pour flatter quelqu'un. Et je n'ai pas la culture de flatter mon frère, parce que c'est un principe chez moi. Nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants en dehors de l'école. Il faut qu'ils rentrent. Nous savons qu'il y a besoin de salles de classe pour que ces enfants viennent occuper. Nous savons qu'il y a beaucoup d'enseignants qu'il faut payer. Ce n'est pas la Banque mondiale qui va payer tous les enseignants. À moins que nous puissions accepter ici de faire la propagande inutile. Mais la Banque mondiale nous vient en appui quand même, vient aux États, en faillite, en faiblesse. J'ai dit ici, lorsque vous êtes dans un village planétaire que vous ne jouez aucun rôle, hein, vous ne jouissez de rien. Lorsque ce sont les partenaires, c'est les voisins qui vous apportent. Moi, lorsque je donne aux voisins, je lui apporte les pains par exemple. Est-ce qu'il a vraiment besoin du pain ou son besoin c'est autre chose? Vous voyez que je ne me préoccupe pas de réellement ses besoins. C'est dans ce rapport de force que nous vivons avec l'Occident. Je suis dans ce système, je connais bien ce système. J'ai dit, le Premier ministre a parlé par exemple de la gratuité de l'enseignement. J'ai dit qu'on a besoin de nouvelles salles de classe, qu'on a besoin de payer de nouveaux enseignants, qu'on a un problème de la gouvernance interne. C'est pourquoi j'ai dit toujours, les problèmes de la gratuité, la solution est à l'interne. Ce n'est pas d'abord l'appui des bailleurs. Lorsque vous parlez que vous avez besoin de nouvelles salles de classe, mais dans les programmes 100 jours ici, nous avons vu, on a construit les écoles, les chefs de l'État quand même a inauguré certaines écoles, donc il y a la volonté du côté de l'État. Ne me faites pas dire ce que les gens fanatiques veulent entendre. Ils n'ont pas construit des salles de classe, ils ont achevé les écoles qui ont connu un débit sous Matata ou sous Mouzito, donc sous Matata. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous n'avez pas ce programme, je peux vous l'envoyer encore. J'ai ça en PDF. On dit achever
sans aider l'école. Achever, c'est-à-dire quoi? C'est une œuvre qui a commencé, non? Okay. Voilà. Maintenant, la stratégie que nous avons développée, qui est dans les tiroirs, montre que nous avons besoin de 37 000 salles de classe. 37 000 37 000 salles de classe pour que les 3 millions d'enfants qui étaient en dehors de l'école viennent trouver où s'asseoir, où étudier. Monsieur Georges, s'il vous plaît, vous êtes en train de dire ici qu'au-delà de tout, ces gouvernements, avec cette gratuité, ces gouvernements, il faut que ces gouvernements puissent construire 37 000 salles de classe. Oui, si nous voulons... La gratuité. Si nous voulons une gratuité des rêves. Vous vous basez sur quoi? Ce n'est pas vos imaginations, ça. Mais je suis très sérieux ici. Oui, je vous ai dit que j'ai participé à l'élaboration de la politique du ministère de l'Enseignement comme expert dans un projet de la Banque mondiale. Je ne sais pas si vous comprenez. Que je répète ça. Nous avons des provinces là où il y a déjà les écoles. Est-ce qu'il faut encore construire autant d'écoles comme ça? Nous avons fait des études de faisabilité de ces réformes-là. Lorsque je parle des études, est-ce que c'est de la propagande? C'est scientifique, non? Ok. Beaucoup de rapports. Vous avez les données réelles. Beaucoup de rapports qui sont là portent aussi mon nom pour me remercier comme expert là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez la différence de celui qui peut dire alors, pour réussir, au lieu qu'on présente un tableau qui va effrayer les gens ici. Un tableau sombre? C'est pas ça mon rôle maintenant. Oui. Mon rôle, c'est dire, nous avons, depuis sous Kabila, il y avait beaucoup d'administratifs qui ont été engagés. Beaucoup sont payés, mais qui ne font rien, mais qui perçoivent l'argent chaque fin du mois. Est-ce que ça, ce n'est pas fort lorsque vous dites que non, ces administratifs font rien? Ils sont là en train de travailler dans l'administration pour l'avancement de ces secteurs. Ça, c'est très méchant lorsque vous dites qu'ils font rien. J'ai fait des études, je dis ce sont des études scientifiques, non, qui ont absorbé beaucoup de moyens de l'État. Il faut que je parle des choses comme quelqu'un de la... disons rien, peut-être que ça frise les autres. Alors, je veux que vous puissiez nous aider. C'est comme une plaie, je vais mettre les pansements pour que ça se sèche une fois pour toutes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça mon rôle ici. Je ne peux pas dire ce qui n'est pas vérifiable. Tout celui qui veut s'opposer à moi, il lit d'abord ce que nous avons écrit. S'il trouve que je suis en contradiction de ce que nous avons écrit au ministère, qu'il vienne m'opposer ici. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la différence. Ils font rien. À la place, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre ces administratifs-là. Vous allez même, par exemple, la sous-division de Massina, ici, à Kinshasa. Tout près ici. Pour ne pas payer un billet d'avion. Ici à Massina. 250 agents dans une sous-division. Vous pensez qu'ils font quoi? Il n'y a même pas de bâtiments pour 250 agents. Ils font quoi? Et ils sont payés. 250 agents. Ici à Massina. Si on prend ces agents-là, on les forme un peu. Ils peuvent être des enseignants. Parce que moi, je sais que les rêves du président de la République, en prenant la mesure de gratuité, il rêvait que chaque enfant vulnérable soit devant un enseignant payé, motivé, pour qu'il puisse lui transférer les compétences, qu'il soit capable de lire et écrire. C'est ça le rêve, je pense, du président de la République. Mais lorsqu'il devant cette réalité, c'est pour moi que je dis, pour trouver une solution à la congolaise, parce que ce ne sont pas des étrangers qui viendront trouver des solutions. Une solution à la congolaise. Vous les experts, vous pensez pour les biens de votre pays. La Belgique a moins de 5 000 écoles. Mais nous avons 55 000 écoles. Je ne sais pas si vous comprenez. Attendez. La Belgique peut nous aider? Attendez, la Belgique a combien? Moins de 5 000 écoles primaires. Et nous? Nous avons 55 000 écoles primaires. Et nous attendons l'expertise de la Belgique. Vous comprenez cette contradiction? C'est compliqué. Je dis, prenons à court terme, comme le Premier ministre veut la priorité, c'est ça. Si la mobilisation des recettes reste telle que nous sommes ici, il faut prendre ces administratifs-là, les ramener comme des enseignants. On ne chasse personne, mais qui deviennent des enseignants. Je l'ai fait pour l'étude de faisabilité de la classe pré-primaire. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de déranger l'enseignement, qu'on amène les administratifs, qu'on les forme pour qu'ils deviennent les enseignants, du moment que pour devenir enseignant, il y a un cursus, il y a des cours. Cette formation, les inverser dans l'enseignement, vous voyez qu'ils vont détruire encore dans votre domaine, il n'y a pas de journalistes qui n'ont pas suivi le journalisme et qui animent très bien leurs émissions. Et les gens suivent leurs émissions. On ne joue pas avec l'enseignement. Hein? Voilà. Comme on ne joue pas avec l'enseignement. Ce que je dis, je suis en train de dire les choses dans l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je comprends. Entre un enseignant qui a fait 2 ans sans être payé et quelqu'un qui est payé, on lui dit, si tu ne te formes pas, tu ne prépares pas tes leçons, on va te remplacer. Il va apprendre. Et
c'est un moindre mal. Vous voyez, à l'état actuel des choses, on doit trouver des mesures moindre mal pour qu'il n'y ait pas de grève. Hein? Vous voyez, parce que le président de la République a beaucoup de priorités. Cette formation, l'État doit encore débourser l'argent, on n'a pas assez de moyens. Ça ne coûte pas beaucoup lorsqu'on vit pour les autres. J'ai fait des formations, et des enseignants et des directeurs. Mon expérience de travail, c'est seulement dans ce secteur depuis que je suis rentré au pays. C'est ça mon avantage, je dis des choses que je connais. Donc, on peut former les enseignants à moindre coût. C'est lorsqu'on rêve la formation à la manière de la Belgique, on doit louer des salles, on doit avoir des matériels à acheter. Mais nous avons des méthodes expérimentées ici au Congo, présentées au ministère, expérimentées au Rwanda, dans beaucoup de pays africains. Moi que vous voici. Je ne parle pas des choses que je suis en train de lire, que j'ai fait. Et c'est possible, c'est pourquoi nous parlons de la réforme de notre système éducatif. Nous pouvons bien faire les choses. Vous voyez, par exemple, pour réussir la gratuité, j'ai dit, on prend ces administratifs à court terme, qu'ils soient d'abord des enseignants. Il n'y aura plus de grève en attendant que les moyens viennent pour qu'on paye les enseignants selon les besoins. Donc vous ne voulez plus qu'on engage d'autres enseignants, qu'on puisse seulement dans la réserve, ceux qui sont là? Ceux qui sont dans l'administration. Parce que lorsque les gens disent qu'il faut une gestion de proximité, c'est un terme que moi j'ai introduit dans la stratégie avec les amis. Les gens, les bureaux, les administratifs doivent être nombreux partout. Même ceux qui ont été engagés, ils ne couvrent pas les besoins. Mais seulement, nous avons besoin actuellement de beaucoup d'enseignants payés. Des enseignants debout, pas des gens du bureau. Donc la priorité, si on est sérieux, on commencerait d'abord par engager beaucoup d'enseignants et les payer, les enseignants debout, que les gens de Sekopé ou les gens de Cerny. Je ne sais pas si vous comprenez. Et autre proposition, nous disons, les gouvernements provinciaux. La Constitution, ce n'est pas seulement l'article 43 de la gratuité. La Constitution, c'est aussi les articles qui donnent le pouvoir à un gouverneur de collecter les ressources et de disposer comme il veut. Les gouvernements provinciaux ne dépensent même pas 1% de leur budget dans le secteur de l'éducation. Or, c'est constitutionnel. Comment ça? Tous se sont disons, dans l'union sacrée maintenant. Non? Donc, les gens zappent cette loi. Mais tous les gouverneurs sont maintenant dans l'union sacrée, non? Nous avons Gentini Ngobila qui s'est battu ici pour la gratuité à la capitale. Aider aussi les chefs de l'État en prenant seulement 1% de votre budget. Vous aiderez beaucoup les chefs de l'État. Est-ce que nos provinces ont suffisamment de moyens pour prendre encore l'argent qu'ils récoltent en souffrance et les mettre encore à l'éducation? Du moment que le gouvernement central ne donne même pas de moyens à ces gouvernements des provinces, ça aussi c'est un problème. Il y a un problème de moyens. Vous êtes journaliste. Lisez les rapports de reddition des comptes des assemblées provinciales, vous comprendrez qu'est-ce qui ne va pas. Et il faut aller dans les services publics où vous devez payer les taxes, voir comment est-ce que l'argent est en train de disparaître dans les poches des gens. Des compétences provinciales, pas des compétences nationales, des compétences. Vous allez à la commune, l'autorisation d'ouverture d'une boutique et de ceci. Ça n'arrive même pas sur le bourgmestre. Vous comprenez? Et même il y a un système qui ne favorise pas à l'État de bien fonctionner. Il y a les gens qui s'enrichissent tu sais que la commune, au détriment des autres. Tu sais, nos communes telles qu'elles sont là, elles ont l'obligation constitutionnelle d'appuyer l'éducation, la santé. Vous avez déjà entendu un seul bourgmestre qui réhabilite une seule école ou une salle de classe ou amener un banc dans une école? Il faut que le gouvernement provincial quand même appuie. Non, la loi, c'est de la décentralisation. Si les communes les communes collectent les taxes, elles sont autonomes. Mais dans leur maigre budget, les communes font quoi ici à Kinshasa et partout? Si vous allez à l'Est, il y a des provinces minières. Il y a des communes qui reçoivent 2 millions de dollars par trimestre. Vous trouverez que les écoles sont en bas dans leur commune. Cet argent va où? C'est pourquoi moi je dis, j'ai vu même la gouvernance là-bas au Grand Équateur, école Willy Bakonga. Je salue mon vieux Alain Bolodjoa, une école terrible. Donc il n'y a pas ni bon ni quoi. Donc c'est compliqué. C'est pour vous dire que pour réussir la gratuité, par exemple, ajouter les nouvelles salles de classe, les présidents de la République et son gouvernement peuvent seulement mobiliser les communautés. Vous voyez les églises. Les églises n'ont pas seulement le rôle de créer les écoles. Les églises peuvent aussi nous mobiliser. Vous voyez comment est-ce que nous donnons nos dîmes, nos offrandes sans nous fouetter. Si un pasteur tel que Mukuna
il dit à un culte de ses fidèles là, il dit, les responsables de l'ACK, il dit Nzamba Lobi, il faut que ça salle de classe et école Songoloba na babazo fa dans la C. Culte moko à Kotonga, 2 salles ou 3 salles de classe. Tu comprends là où l'engagement communautaire est important. Vous voulez qu'il y ait l'appui de tout le monde, que tout le monde apporte. C'est ça le système éducatif. Lorsque nous parlons de réforme, ce n'est pas un rêve où les gens sont dans des bureaux. La réforme, c'est aussi une dynamique où tout le monde. Vous voulez que les individus aident l'État? Est-ce qu'on peut aider l'État? L'État a tellement de moyens, M. Georges Mulumbu. Vous avez les individus qui souffrent, les gens qui payent les taxes. Citez-moi un seul pays qui n'aide pas l'État. Un seul pays que vous connaissez. Parce que moi, je connais tous les systèmes éducatifs du monde. Les écoles de n'importe quelle ville sont différentes. Une école de telle cité, de telle avenue sont différentes. Pourquoi? Parce que les communautés s'organisent, font des dons, font ceci. Les ONG qui nous financent ici, comme ONG internationales, les dons viennent d'où? Ce sont disons des individualités. Je ne demande pas qu'on demande aux pauvres d'ici, qu'on vous demande par exemple à vous, on demande au pasteur Moukouna, on demande à maman Denise. Vous voyez, des gens comme ça, facilement ils peuvent. Les Moïse Mbiye, les Moïse Katumbi. Voyez. Donc les gens quand même qui ont au moins des moyens d'aider. Tous ces gens-là, posez-leur la question, les écoles où ils ont étudié, elles sont dans quel état? Ça c'est une question principale. Là. Elles sont dans quel état? Tu es autorité, est-ce que tu peux penser là où tu avais fait l'école primaire ou humanitaire, si vous rentrez, vous regardez l'état de ces écoles-là, c'est la majorité vraiment. Est-ce qu'il faut attendre Félix pour ça? Et chaque dimanche, nous allons à l'église. Il faut attendre Félix pour ça. Chacun peut faire quelque chose, non? C'est ça l'engagement communautaire. Les réformes que nous avons proposées qui dorment là-bas, il y a beaucoup de bonnes choses où les présidents de la République peuvent se reposer et les pays avancent. Dans la répartition des tâches et qu'on laisse... Maintenant là, avec l'union sacrée, personne ne réfléchit, tout le monde attend seulement que le président de la République décide et dise. Est-ce que c'est lui qui doit faire ça dans les écoles où vous et moi nous avons étudié? Il ne faut pas dire ça. Nous avons quand même, c'est vrai, Sam Alouko n'est pas d'un gouvernement de warriors. Il y a des jumeaux de warriors qui sont sortis dans le gouvernement de Ilun Kambala. On a vu M. Willy Bakonga et Didier Bidimbu, un couple terrible qui ont apporté des résultats pour la gratuité. Ils étaient au four et au moulin. Moi, je viens ici, je fais mes propositions. Est-ce que j'ai cité les noms de quelqu'un? Non, moi je vous cite les noms, voilà. Je suis journaliste. Si vous trouvez qu'ils sont des Warions, tant mieux, nous applaudissons tous. S'ils ne sont pas des Warions, voilà des propositions que moi j'ai fait. Ramener les administratifs dans les salles de classe, prendre que les gouvernements provinciaux de FALC ne fixent que 1% dans leur maigre budget. Les communes peuvent aussi faire quelque chose. Et les redevances minières, ce sont les redevances minières qui ont fait de la Tanzanie, ce président-là est resté dans l'histoire. Mais nous, avec les redevances minières, qu'est-ce que nous en faisons ici? Vous pensez qu'il n'y a pas la traçabilité? Mon cher, je sais ce que je dis. Si je vous donne des cas de communes que je connais, la façon même elles dépensent leur argent. Je ne dis pas des choses pour flatter quelqu'un. Le président de la République et son premier ministre, ils ont le défi de la gouvernance. L'argent circule comme ça, entre les mains des individus. Par leur titre ou par leur qualité, ils bénéficient de ces privilèges. Or, le Congo, le peuple n'est pas dans ce retard du gouvernement qui ne vient pas. Est-ce que le peuple aura à quoi lorsque ça traîne, lorsque ça ne traîne pas? Vous voyez que ce que je fais, c'est pour que le peuple se retrouve. Hein. Si on rationalise, donc la gouvernance rentre dans la gestion des finances publiques du Congo, Félix va rester le président plus historique dans ce pays. Voilà. Monsieur Georges Mulumbu, je rappelle que vous êtes expert, également vous êtes docteur en économie de l'éducation, président de la Ligue des serviteurs, directeur également des établissements NL. On a parlé un peu de ce problème de gratuité parmi les axes prioritaires de ce gouvernement de Sam Alouko Ndé. Évoluons. Il y a aussi un débat autour des réformes. Les gens pensent qu'avant d'aller aux élections, il faut retoucher plusieurs choses pour que l'élection de 2023 soit une élection où les élections
plus crédible. Je prends une conférence de l'un des candidats à la présidence de la République en 2018, M. Noël Tchani. Il a réfléchi. Il dit, avant de devenir président de la République démocratique du Congo, donc en 2023, parmi les réformes qu'il faut faire, celui qui sera candidat, il doit être congolais des pères et des mères. Les autres réponses, c'est une manière d'affaiblir les autres, d'écarter les autres. Vous êtes un élu. Que pensez-vous par rapport à cela? Oui, si je savais qu'il y avait cette conférence, je vous donnerais cette question à poser à Noël Tchani. Ok. Qui est congolais et qui ne l'est pas? En quoi lui est congolais? Est-ce que c'est seulement un porteur de la carte d'électeur? Parce que tout le monde peut en avoir maintenant. Et tout le monde a eu la carte d'électeur. En quoi lui est congolais? Quelles sont les raisons que lui peut donner comme congolais que tout le monde ne peut pas donner à la date d'aujourd'hui? La moindre des choses, le contexte actuel, c'est aller faire un plaidoyer au gouvernement de donner les 350 millions pour les recensements. Les recensements peuvent se faire dans 6 mois si on met l'argent. On ne peut pas avec Devos Kitoko ici, secrétaire de l'ECD de Martin Fayoulou. Il dit tout Congolais qui réfléchit qu'on peut faire les recensements, dans 3 mois, 6 mois, il y rêve. Donc il n'est pas intelligent. Un bon recensement, il faut prendre 2 ans ou bien 3 ans. Devos Kitoko, professeur d'université. Bon, penser comme ça, je ne peux pas entrer dans ce débat d'école. Okay. La MOUC a refusé les machines à voter, non? Vous voyez que tout le monde peut apprécier les machines à voter. Nous étions parmi les premiers à sensibiliser la population à utiliser les machines à voter. Parce que j'ai fait des recherches à l'aide des machines, en utilisant l'Internet, même dans les villages les plus reculés. Si son village, c'est Bakwachimouna, là où il n'y a pas il n'y a que d'antenne, nous faisons de la collecte de données. Et déjà, les élections ont montré que on peut faire même les recensements. Vous voyez que dans 2 jours, plus ou moins 46 millions de Congolais sont venus voter, non? Et si on fait 6 mois, avec des machines où les gens vont s'enrôler, c'est pas possible. Lorsqu'il y a des moyens, on déploie. Est-ce que l'enrôlement est comparable au recensement? Parce que j'avais suivi un des responsables Est-ce qu'on prend l'identité des gens ou pas lorsque vous allez vous enrôler? Lorsqu'on enrôle des gens, on met, si c'est 3 mois, 2 fois, les bureaux restent vides. Il y a des gens qui ne viennent plus parce qu'il n'y a plus de gens. Donc lui aussi, il avait pensé dans 3 mois, 4 mois, et c'est possible. J'ai dit 6 mois, mettre l'argent à la disposition des gens. On va mettre fin à ces débats qui ne font pas avancer les pays. Lorsqu'on dit Congolais des pères et des mères, moi je peux me réjouir. Beaucoup qui sont dans la scène politique ici, d'abord, ils ont les doubles nationalités, beaucoup. De 2, si on parle de ces conditions-là, ils vont s'exclure eux-mêmes. Comme ça, nous, candidats crédibles, on va être candidats. Comment ça? Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si on adhère à l'idée de Noël Tchani, c'est une bonne nouvelle. Ça vous facilite vous. Donc ceux qui sont là, les renouvellements de la ils classe ont des politique, nationalités un peu compliquées. Le renouvellement de la classe politique crédible va aller en vitesse. Donc, pour le moment, évitons des débats inutiles. Vous estimez que c'est un débat inutile? Ça c'est un débat improductif dans le contexte. Kapiamba a pensé ainsi que ce n'est pas le moment. C'est un débat improductif. Qui est congolais? En quoi lui est congolais? Il va dire, oh mon père et mes grands-parents, j'ai étudié ici. Qui ne peut pas dire ça? Mais c'est tout. Mais M. Georges, est-ce que ce n'est pas un danger lorsque vous avez au sommet de l'État quelqu'un qui a une mère peut-être congolaise, un père qui n'est pas congolais? Maintenant, là c'est gérer les sentiments. On va dire, on va commencer par Bamba. Toi, ta mère n'est pas congolaise. Toi, ton père, tu es trop noir, tu n'es pas congolais. C'est ça, ce sont les imères qui vont gérer les choses. Il y a quand même certains postes qu'on ne peut pas s'amuser avec. Quand même, il faut donner aux originaires. À qui la faute? La faute, c'est au capital humain qu'au Congolais. Est-ce qu'il faut démérer dans la faute? Voilà. Est-ce qu'il faut démérer dans la faute ou soit il faut changer les choses? Question. Lui, il a réfléchi. Pour ne plus démérer, c'est faire les recensements. Moi, je visite tous les villages de l'Est que lui n'a jamais peut-être piétiné. Je sais que vous voyagez. Il y a des gens, vous savez que celui-ci vient fraîchement de l'autre côté. Mais il est là. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Il a la carte d'électeur. Et vous lui dites quoi? Lui, Tchani, va lui dire quoi? Que toi,
ton visage, tu n'as pas dit c'est tout. Alors il faut commencer quelque part. C'est ce que le vieux mot quand même, le président Moka ici, il avait dit, il faut faire un recensement, connaître qui est congolais et qui n'est pas congolais. Voilà. Mais la Mouka n'est pas pour ces recensements avant 2023. Faisons les choses avec bonne volonté, avec bonne foi. Si on les fait pour nuire aux autres, pour dire qu'on glisse, justifier les retards par les recensements, là le peuple les dirigeants vont trouver les peuples sur leur chemin. Parce que le peuple ne va pas, peut-être le peuple ne va pas autoriser les glissements. Qui sait? Tout est possible. Parce que nous, dans la Ligue des serviteurs, nous disons que le changement est une loi. Si tu ne mets pas la loi du changement dans ta tête, le changement va t'obliger. Parce que degré ou de force, le changement est une loi. Alors, M. Georges Mulumbu. Donc, c'est pour dire que, conseiller, je vous donne le message à remettre à mon aîné scientifique. Monsieur Noël Chani, il est habitué de nos émissions. Vous lui dites qu'il conseille aux dirigeants de faire les recensements. C'est 350 millions. 6 mois, c'est possible qu'on recense les Congolais et qu'on aille aux élections sans débat. Voilà. Et là, maintenant, on va briser l'hémorragie. On saura qui est né où, qui a grandi où, sa mère c'est qui, son père c'est qui. À l'étape actuelle des choses, les mêmes raisons que lui va justifier sa congolité. Tout le monde, alors, tout le monde, même un Nigérien qui est ici, qui a épousé notre sœur, détenteur de sa carte, il dira aussi que il va s'attribuer un village qui est sur sa carte d'électeur, il va s'attribuer ses grands-parents dans un village. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est un faux débat. Donc, vous pensez qu'en République démocratique du Congo, il y a assez les infiltrés, parce que vous avez donné un exemple ici, il y a des gens qui ont la carte d'électeur, mais ne sont pas congolais, ils sont ici. Alors, pour résoudre ces problèmes... Non, je ne dis pas qu'il y a des infiltrés. Je vous dis qu'il y a doute sur base seulement de la carte d'électeur. C'est réclamé congolais. Vous avez un étranger qui vous parle bien lingala, et congolais, qui maîtrise tout. À la date d'aujourd'hui, et congolais, c'est lui qui le veut. Ne l'est pas celui qui ne le veut pas. Lui, Tchani, connaît ça. Mais dire autrement, c'est flatter les Congolais. Merci, M. Georges Mulumbu. Nous restons dans les réformes. Il nous reste 10 minutes. On vient de me faire signe. Alors, M. Georges Mulumbu, les confessions religieuses, ils sont au menu de discussion parce que, selon M. Denis Sessanga, le président de l'Envol, et d'autres poids lourds de la classe politique, pensent qu'il ne faut pas demander aux gens de venir déposer leur candidature pour être désignés à la CENI avant les réformes. Pensez-vous que les confessions religieuses nous plongent dans l'erreur, ou soit il faut d'abord les réformes et puis demander aux gens de venir déposer les candidatures après? Oui, lorsque les gens parlent des réformes, ils ne sont même pas clairs. Qui disent seulement qu'on révise la loi électorale. Qui vont les faire? Ce sont les députés, non? Ce ne sont pas les confessions religieuses. S'ils ont des propositions, que les confessions religieuses les fassent, qu'ils amènent ça, qu'ils fassent porter ça par un député, on fait la révision. Mais nommer des gens qui doivent représenter, c'est ici le lieu de dénoncer le caractère inconstant des églises, le manque de crédibilité de l'église congolaise actuelle. Monsieur Georges, ça c'est fort. Ça, je m'assume. Ok. Lorsque on doit élire quelqu'un, la démocratie c'est quoi? C'est la loi de la majorité, non? Lorsque dans les regroupements de la société civile, on dit 6 sur 10 ont voté Rossard. Et vous, parce que vous êtes tel, vous voulez changer la cour des choses. C'est ça la mauvaise foi. On a estimé que Rossard, c'est un candidat du PPRD, quelqu'un qui a travaillé avec Nanga. On ne peut pas prendre les gens qui étaient avec Nanga, les reconduire, il faut changer les choses. Donc son nom était déjà salué. Vous savez que la CENI, c'est une activité technique qui demande un spécialiste. Lorsqu'on prend des pasteurs qui ne connaissent que la Bible, on les place là. C'est là qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Vous voyez? Mais c'est genre... Oui, mon frère. Les Congos souffrent d'un problème du capital humain. Là, je suis sérieux. Nanga, c'est un expert. Hein? Nanga. Mais il a fait ses... Est-ce qu'il a fait de mauvaises élections? Je ne crois pas. Si la publication, a donné de mauvais résultats, là c'est autre chose. Mais l'organisation des élections, quelqu'un allait voter
et l'impression des bulletins. Si ces bulletins-là ont été distribués à tous les candidats, il y aurait moins de plaintes que nous avons. Mais M. Georges, vous êtes plein, vous étiez candidat, député national, et une fois j'étais avec vous, vous étiez derrière un dossier pour qu'on puisse vous reconnaître. Et donc, celle la CENI avait la possibilité de publier les gens qui ont été élus ou pas. C'est pourquoi j'ai dit ici, le problème c'est pas Nanga, le problème c'est pas les présidents de la CENI. Ce n'est pas les processus électoraux. Les problèmes, ce sont les opérations des votes. Lorsque nous faisons les votes et qu'on ne remet pas les preuves, les bulletins aux candidats, pour des raisons ou d'autres, on ne fait pas la compilation par bureau. Le problème, c'est à ce niveau. Même si on met Jésus comme président à la tête de la CENI, et que nous faisons de la même manière où on ne fait pas la compilation par bureau, on publie comme ça en désordre, on va critiquer Jésus. Vous voyez, le problème c'est que ces églises mobilisent les fidèles le jour des votes, que toutes les preuves de chaque bureau soient disponibles à tout le monde, que la compilation se fasse par bureau, que chaque bureau soit capable de dire ici nous avons élu tel, et on peut compiler et on sait qui a été voté. Mais lorsqu'on laisse seulement libre cours, même si on met le cardinal Bosengo, on met je ne sais pas moi qui, ou les présidents disent je serai aussi président de la CENI, et qu'il y a des opérations de vote comme ça non crédibles, on va se plaindre toujours. Il nous reste une minute, mais il y a la proposition de Faïlou qui est de Voskito, comme a expliqué ici. Il dit pour éviter tout cela, il faut que la présidence de la CENI soit une présidence rotative. Donc il y a 23 personnes qui peuvent gérer cette présidence 3 mois après, 3 mois après, 3 mois après. Pensez-vous que c'est une bonne manière de créer la transparence? Est-ce que l'expérience de la MOUCA a donné de bonnes pratiques? Vous voyez que déjà ils ont volé en éclats. Ils ont fait la même rotation, non? D'autres sont déjà à l'union sacrée et deux personnes de même province restent avec la MOUCA. Vous voyez que déjà ça montre des limites. Donc le problème est ailleurs. Le problème ici, je dis sincèrement, même si on met le cardinal Mosengo, président de la CENI, et que les opérations de vote, il n'y a pas cette sensibilisation de la communauté pour s'approprier du processus. Que, vous voyez les bureaux de vote, il y a seulement deux agents et un policier, non? Et dans chaque bureau, c'est 150 personnes, non? Mais 150 personnes acceptent de laisser 3 personnes de partir sans laisser les PV de vote. Est-ce que vous comprenez à quel niveau d'inconscience nous peuples congolais nous sommes? C'est à ça que les pasteurs doivent travailler, les confessions religieuses, pour sensibiliser les gens, pour obliger la transparence lors du vote. Vous verrez que nous aurons moins de plaintes. Merci, monsieur. Je vous donne 10 secondes, regardez la caméra. Attendez, regardez la caméra, mais l'inquiétude est là. Nous tous, nous voulons des élections, mais jusque-là, il n'y a pas encore l'argent mis de côté pour ces élections. Pensez-vous qu'en 2023, il y aura les élections, un mot de la fin, un message au gouvernement? S'il y a une mise sur la gouvernance, on aura les moyens avant les élections. S'il n'y a pas élection, c'est le moment d'organiser un dialogue franc entre Kabila, Martin Fayoulou et Félix. Parce que ça va bloquer. Mon cher, moi je suis souvent un prophète. Retenez cette phrase. Si nous évoluons tel que nous évoluons ici, on va aboutir à un dialogue, mais ça sera en retard. Merci. Voilà. Monsieur Georges Milumbu, vous avez estimé que la voie des sorties, si la crise persiste, il faut qu'il y ait un dialogue entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila, l'ancien président, et Martin Fayoulou. La société civile également. Pour décrisper la situation. Absolument. Espérons que les gens vont vous écouter. Nous rêvons toujours une autre RDC possible. Voilà. Le changement est une loi. Merci, monsieur Georges Milumbu, le docteur en économie de l'éducation, expert également, directeur des établissements NL, président national de la Ligue des serviteurs. Merci d'avoir été. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Merci à ceux qui nous suivent. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Nous sommes là pour vous. C'est votre manière de nous appuyer. Si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous. Nous allons vous recevoir. Je salue, j'ai dit un grand merci derrière la caméra à Bati Mouyalou BNA qui était là avec nous à la réalisation Issa